François, je suis content de te voir avec tes nouvelles lunettes. T'es mon ami depuis, je sais pas, 30 ans, non? J'étais à Libération, Près de 40. 83, ouais. Tu m'avais aidé lors d'un article, enfin, une enquête que je menais à Libération, c'était tout au début, une bavure policière Quand tu étais jeune pigiste, à Libération, ouais. Et toi, tu étais jeune médecin dans moi un, j'étais jeune médecin remplaçant à Briey, en Moselle. ouais. Et il y avait eu une bavure policière et une dame était morte. Et grâce à notre rencontre, j'avais pu démontrer que les policiers avaient été responsables de la mort de cette femme. C'est comme ça qu'on s'est connus et on s'est jamais quittés. Et c'est vrai que chaque fois que j'ai des questions concernant la médecine et je t'appelle assez souvent. Et là, je t'ai pas mal appelé depuis la crise du corona. Donc, je vais te présenter, mais tu pourras le faire plus complètement. Tu es médecin anesthésiste, réanimateur aussi, on dit. À, à l'époque, c'était anesthésie et réanimation chirurgicale. Tu travailles dans une clinique parisienne et tu as été réquisitionné pendant cette crise du Covid. Non, justement, c'est qu'on n'a pas été réquisitionné, c'est notre propre volonté qu'on a acceptée. Ah d'accord, donc elle est où cette clinique? Elle est dans Seine-Saint-Denis, à Blanc-Ménil. Vous n'avez pas été réquisitionné, c'est vous qui vous êtes porté volontaire comment ça se passe? Ah ben nous, on a signalé, nos syndicats ont signalé dès le début, nous étions disponibles pour côté main forte aux hôpitaux parisiens et d'Île-de-France. Voilà. Ils ont mis 3 semaines avant de se décider. Et le jour où ils sont décidés, quasiment 2 jours au lendemain, on a arrêté toute programmation chirurgicale réglée. On a transformé tout un étage avec 45 lits de malades Covid et en plus 3 lits de réanimation intensive avec l'autorisation de l'ARS pour ouvrir 3 lits pour aider les hôpitaux parisiens. Donc là actuellement, il y a toujours 45 lits occupés ou comment ça se passe aujourd'hui? Il y a 10 jours, l'ARS nous a demandé de supprimer en 48 heures, d'envoyer dans les hôpitaux parisiens tous nos malades Covid et de fermer l'ARIA. C'est l'ARS qui nous a obligés à. Et pour quelle raison? Pour une raison qu'on ignore totalement, je pense qu'ils ne voulaient pas. A priori, je pense qu'ils ne voulaient pas, ils pensaient que ça leur coûterait cher ou autre chose, j'en sais rien. Enfin, ils nous ont demandé d'arrêter tout ça, voilà, et de tout transformer. Mais en revanche, ils nous ont demandé de continuer à ne faire que des urgences chirurgicales pour 2 raisons. La première, c'est que toutes les réa, d'abord, ils nous ont pas, ça fait 15 ans qu'ils nous ont supprimé les 6 lits de réanimation qu'on avait. Hein. Ils ont décidé, vous n'ouvrez plus de lit de réanimation, et ce qui nous a quand même bien embêtés. Et ce qui fait que l'ARS nous dit pour 2 raisons. D'abord, que si on a un gros problème avec un patient qui nécessite un transfert, tous les lits d'Île-de-France sont saturés. Voilà. Donc, on ne pourra pas transférer de patients graves nécessitant une réanimation. Donc, ils ont dit ne faites pas de la couche chirurgie qui pourrait éventuellement nécessiter de la réanimation. Le deuxième point, c'est qu'ils nous ont dit de ne faire que des urgences parce qu'en cas de deuxième vague, ils auraient besoin de notre stock de médicaments anesthésiants, c'est-à-dire les hypnotiques comme le Diprivan et l'Hypnovel et les curares. Donc, tous les jours, l'ARS a demandé à notre pharmacien de lui donner le stock de médicaments qu'ils ont et qu'ils soient prêts à être réquisitionnés quasiment dans l'espace d'une semaine au cas où les réa parisiennes seraient à court de médicaments anesthésiants. Donc ça signifie quand même qu'il y a une accalmie au niveau de la pandémie sur Paris, puisqu'on. Actuellement, il y a beaucoup plus de gens qui sortent des réa qui n'en rentrent. D'accord. Euh, quelle est ton analyse? En tout cas, je vais te dire, moi, je suis perdu entre les épidémiologistes que j'entends, ou le professeur Raoult, ou cet épidémiologiste suisse qui s'appelle Jean-Dominique Michel, qui nous disent que cette pandémie est une sorte de blague
ou qu'il y a eu une communication intense du gouvernement pour nous confiner, alors que ça aurait pu beaucoup mieux se passer, qui assurent qu'il n'y aura pas de deuxième vague et qui sont très sécurisants. Ils sont rejoints par d'autres médecins qui nous expliquent que la courbe de Gauss est à son terme, etc. Donc il y a tout un bloc de médecins, de sachants qui disent ça. Je les mets dans un pot commun, il y a des différences, mais bon, c'est la musique qu'on entend. Et en face, on a à la fois le gouvernement et puis d'autres médecins, d'autres experts qui hurlent contre ces mêmes personnes en disant mais attendez, qui sont beaucoup plus alarmistes, qui pensent qu'il peut y avoir un sursaut, qui pensent qu'on est loin d'être tiré d'affaire, etc., etc., etc. Toi, en tant qu'observateur de tout ça, enfin observateur informé de tout ça, quel est ton regard et ton point de vue? Mon regard, il est simple. Tout d'abord, à propos de Jean-Dominique Michel, parce qu'évidemment, comme toi, j'ai lu un article de Jean-Dominique Michel et écouté un documentaire il a été interviewé le 25 avril, exactement, dans lequel il raconte vraiment n'importe quoi, en disant que cette pandémie actuelle n'est ni plus ni moins qu'une grippe à Haemophilus influenza. D'après ce qu'on sait aujourd'hui, les caractéristiques de l'épidémie de Covid en termes de contagiosité, de dangerosité et de létalité sont exactement les mêmes en termes d'ordre de grandeur que les épidémies d'influenza qu'on a année après année. Ni plus ni moins. Ça, ce premier plan est totalement faux, dans la mesure où il y a une contagiosité qui est absolument extrême. Hein. Il n'y a jamais eu dans l'histoire de France où on enregistrait des nombres de morts et des pandémies, il n'y a jamais eu une telle intensité de contagiosité et de morts. Il dit dans son documentaire, moi j'ai connu, il y a un autre médecin général qui d'ailleurs le fait aussi, bêtement, on a connu des grippes dans les années 60 pour lesquelles on n'a pas confiné et ça n'a pas posé autant de problèmes que ça. Moi j'ai recherché ce qu'il y avait, c'est d'abord dans les statistiques, il n'y a jamais eu plus globalement de 15 000 morts chaque année dans les grippes influenza et elles n'ont pas cette contagiosité-là, étant donné qu'on n'a jamais eu besoin de mettre des masques et de se protéger et ça se contenait entre guillemets à 10 ou 15 000 morts, principalement chez les personnes à risque, les vieillards et les gens immunodéprimés et ceux qui ne se vaccinaient pas. Bon. Ça, c'est un fait qui est avéré. Alors, il parlait dans les années 60, il y a eu effectivement la grippe de Hong Kong en 69, en 68, 69, 70, je ne sais plus quelle année exactement, qui a fait 35 000 morts en France. Et il dit, alors là où Jean-Dominique Michel est de mauvaise foi, je pense même au niveau historique qu'au niveau intellectuel, c'est qu'il dit qu'à cette époque, il n'y a pas eu de problème, l'État n'a pas eu besoin de confiner, n'a pas fait autant de problèmes, et c'est passé comme ça. Ce qui est faux, parce que j'ai fait une recherche sur Internet, et en particulier, il y a un documentariste qui a fait ses recherches aussi, qu'à cette époque, en prenant les coupures de journaux, la France avait mis de côté ce problème de santé, en disant que ce n'était pas un problème, elle va refuser de vacciner, a refusé de prendre ça en compte parce que la France de 68-69 était trop occupée par la fin de De Gaulle et le début de Pompidou, et donc tout le monde s'en foutait royalement. Ça a fait 35 000 morts sans aucun confinement, sans rien, sans aucune précaution et sans vaccin, et ça s'est arrêté à 35 000. Là, actuellement, on en est à 26 000 morts dans cette affaire, avec le confinement. Ouais. Quand tu dis, excuse-moi de te couper, François, quand tu dis 26 000, il y a d'ailleurs un papier dans Match qui l'expliquait, on n'a pas pris en compte les 9 000 morts qu'il y avait déjà il y a 15 jours, qui sont morts seuls chez eux, vraisemblablement du Covid, et les statistiques sur les EHPAD ne sont pas non plus d'une grande clarté, quoi. Il y en a sans doute vraisemblablement beaucoup plus. Voilà. Le chiffre actuel connu, c'est 25-27 000 dans ces zones-là. Ce seul qui est pris en compte actuellement, il y a effectivement, vraisemblablement, beaucoup plus de morts qui n'ont pas été répertoriés. Mais ça, c'est avec le confinement. J'ai eu une sœur qui était documentariste ou liste, je ne sais plus comment on dit, à l'INSEE, et qui a fait des recherches dans les sites qu'elle a toujours, disons les liens, qui a eu chez toi, dans le Grand Est, il y a plus 148% de surmortalité
dans 15 au 30 avril 19 par rapport à 15 au 30 avril 2020, 148% de mortalité dans le Grand Est, 128% dans la Seine-Saint-Denis, plus d'autres encore, voilà. Et ce, malgré le confinement. L'INSEE a calculé que s'il n'y avait pas eu de confinement, il y aurait eu plus de 60 000 morts actuellement, plus de 60 000. C'est pareil, et peut-être même plus si en la mesure où on comptait tout correctement. Donc, excuse-moi, je te coupe, mais quand on parle de Jean-Dominique Michel, on ne va pas lui jeter la pierre qu'à lui, et il n'est pas le seul. Le professeur Raoult dit la même chose. Il y a tout un tas de médecins, j'ai oublié les noms, mais il y a d'autres épidémiologistes qui pensent qu'on est tiré d'affaire, qu'il n'y aura pas de deuxième vague, qu'on a exagéré, etc. Je pense que la deuxième vague, je pense qu'il est totalement impossible de dire qu'il n'y aura pas de deuxième vague, étant donné que la contagiosité, on ne sait pas trop de combien de temps elle est par rapport à quelqu'un qui a été contaminé, on ne sait pas comment les gens ont été contaminés, combien de temps ça dure, ils sont contagieux. Je pense que nous ne sommes pas du côté de l'Asie, où les gens sont bien plus respectueux des consignes qui sont données par le gouvernement pour la distancialité et pour faire attention pour le port de masque. Moi, j'ai vu des vidéos sur Hong Kong où on voit des gens se balader au moment de la grippe et la totalité des gens ont un masque, voilà, et respectent la distanciation, ce qui n'est pas le cas du tout en France où par définition, le français est indiscipliné. Moi, l'autre jour, j'ai eu avec l'autorisation des flics l'autorisation d'aller dans Paris pour chercher des médicaments. Je suis passé rue d'Avron, et rue d'Avron, il y avait, comme dans les jours normaux, où les gens parlaient entre eux à moins d'un mètre, à 80 centimètres, la plupart n'avaient pas de masque. Voilà. Le deuxième risque qui existe, ne pas avoir de deuxième vague, moi, je crains quand même, parce que dans ce que j'ai pu lire, le principe de ce coronavirus est de faire, une fois qu'il s'installe dans notre organisme, c'est de se fixer, par exemple, sur les alvéoles pulmonaires, sur un site des alvéoles pulmonaires. Et par ce site-là, il contamine la cellule et l'ouvre avec toutes les hormones qu'il y a à l'intérieur et fait ce qu'on appelle l'orage cytokinique, avec quelque chose qui entraîne une réaction immunologique inappropriée sur l'organisme avec des chutes de tension, des atteintes cardiaques, des défaillances respiratoires et multiviscérales. Le risque qui existe, le risque qu'il y ait une deuxième vague, c'est que ce virus a plusieurs sites sur ce virus avec lequel il se fixe sur les cellules. Et quand une cellule a fabriqué des anticorps sur un site particulier, le virus risque, ça c'est ce que j'ai entendu, vrai ou faux, j'en sais rien, je ne sais pas c'est quelle est en virologie pour ça, risque de s'attaquer avec un autre site sur un autre endroit de la cellule et provoquer un orage cytokinique encore plus violent. C'est ce qui aurait expliqué le décès de cette gamine de 16 ans au début du confinement. Voilà. C'est-à-dire que cette gamine qui a entraîné une défaillance multiviscérale extrêmement plus violente et plus rapide. C'est la même chose, pour ça je crains aussi le déconfinement de la deuxième vague, c'est qu'est apparu dans les hôpitaux parisiens et les réanimateurs pédiatriques se sont mis en contact avec l'Espagne, la Belgique, l'Angleterre, et l'Espagne et l'Italie, je crois. Ces 4 pays ont rencontré dernièrement ce qu'on appelle des syndromes de défaillance cardiaque chez les enfants de 1 an à 9 ans et qui, pour la plupart, étaient Covid+, et entraînent ce qu'on appelle la maladie Kawasaki, qui pourrait, je dis bien pourrait, parce que ce n'est pas sûr actuellement, rentrer dans le cadre d'une forme d'attaque multiviscérale du Covid-19. Donc, on n'en sait rien. Alors, le syndrome de Kawasaki, c'est une maladie que les pédiatres connaissent très bien, pour laquelle il y a des traitements qui sont bien répertoriés. C'est une maladie qui est bien traitée. Je pense que c'est une nouvelle maladie, c'est un nouveau virus, donc on commence vaguement à appréhender les risques. Et actuellement, avec le déconfinement, si on ne respecte pas les barrières, si on ne respecte pas les distanciations, si on ne respecte pas le port du masque, c'est quelque chose qui risque de nous
taper sur la gueule, soit en juin, juillet, soit en septembre. Excuse-moi, je voudrais revenir sur ce que tu dis sur les maladies pour les enfants, là. Est-ce que tu veux dire que c'est un nouveau virus ou c'est un virus qui est dérivé ou Pas une de nouveau mutation virus. du précédent, du Covid? Moi, d'après ce que j'ai pu lire, je peux me tromper là-dessus, c'est si c'est en rapport avec le Covid-19, ça pourrait expliquer que les gamins qui réagissent, font un Covid-19 qui est totalement asymptomatique, peuvent faire, ils ont pu être contaminés une première fois, et 3 mois plus tard, être recontaminés par les contacts des parents, par le contact de l'extérieur, être recontaminés et faire des formes plus graves. Voilà. Et c'est une des façons d'expliquer, si c'est un rapport, d'expliquer le fait que ces gamins ont été recontaminés et provoquent un orage cytokinique dans les cellules qui est plus violent que la première fois, et ça se manifeste comme ça. D'accord, donc ça veut dire que le fait d'avoir été contaminé une première fois, ça donne un terrain plus favorable pour une deuxième contamination, et c'est ça qui expliquerait la gravité de C'est pas cette maladie forcément de Kawasaki. c'est le fait qu'ils aient fabriqué que le virus s'attaque à une partie de la cellule qui pourrait libérer un orage cytokinique bien plus violent et provoquer ces réactions immunitaires inappropriées. D'accord. C'est pas sûr du tout, mais quand on lit en interne les communications des réanimateurs pédiatriques, eux sont très inquiets. On a parlé d'une 50aine de cas sur Paris d'enfants touchés. C'est de cet ordre-là ou c'est plus? Pour l'instant, c'est de cet ordre-là. Et est-ce que ça va s'augmenter? J'en sais rien. Est-ce que ça va être plus? Je n'en ai aucune idée. Mais les réanimateurs pédiatriques qui ont été faits là-dessus disent qu'il faut être extrêmement vigilant et extrêmement prudent. Et comment le corps médical, toi et tes collègues, vous réagissez quand vous entendez d'autres collègues à vous, des épidémiologistes en particulier, qui sont dans une posture très apaisante, quoi, en disant, bon, je pense à Raoult, mais il n'y a pas que lui, quoi, en disant, mais arrêtons de délirer, enfin, je sais pas, enfin, il y a une sorte de, moi, il y en a plusieurs, y compris des psychiatres, qui me disent, il y a un délire collectif en ce moment en France, on aurait dû traiter ça d'une manière beaucoup plus zen, un peu comme l'ont fait les Allemands ou certains pays scandinaves. Là, on est dans une folie collective. C'est autre chose, c'est une autre organisation. Je veux dire que ce que disent l'épidémiologie, je pense en particulier à Dominique Michel, le problème dans ce qu'il dit, il parle de façon générale de la façon dont on vit, la malbouffe, les particules fines, etc. Il n'a peut-être pas tant sur ce plan, et là-dessus, moi l'idée de le critiquer sur ce plan strict. Mais les idées qu'il donne sur le coronavirus, ça ne tient pas la route une seconde parce que ces chiffres sont faux. Voilà. Ces chiffres sont complètement faux. Quand il parle de 100 fois plus de morts en Espagne qu'en Suisse, à l'époque, au 25 avril, il parle de 180. Il donne le chiffre 180 que j'ai compris comme étant 180 morts en Suisse. Il dit ça le 25 avril, alors que dès le 25 avril, la Suisse en était déjà à 1500 morts et 1700 le 4 mai. Et je rappelle quand même qu'en Corée du Sud, le taux de mortalité était de 4 par million d'habitants. En Suisse, actuellement, on est à 180. En Espagne, on est à 400. Donc, vous voyez l'ordre de grandeur. Il y a 100 fois plus de morts proportionnellement en Espagne qu'en Corée. Voilà. Ça, il raconte n'importe quoi. Dire que c'est pas plus grave que qu'un simple influenza, c'est nier totalement la réalité parce que on n'a jamais vu actuellement une pandémie grippale toucher la totalité de la planète en à peine plus de 3 mois. Voilà. Quand on regarde le déconfinement, au sens là qui raconte n'importe quoi, que le confinement sert à rien, c'est que regarde la carte, actuellement, c'est centré sur le Grand Est, la carte actuelle des zones intenses et les zones rouges, c'est centré sur le centre-est et l'Île-de-France, et un petit peu plus au sud, voilà, et quasiment pas à l'est. Et le confinement est apparu à partir du moment où il y a eu beaucoup de cas dans le Grand Est et en Île-de-France. À partir du moment où on a confiné les gens, l'ouest de la France n'a pas été touché, ou très peu.
Donc, ça montre quand même que ce confinement a fait ses preuves sur ce plan. Parce que quand on parle des États-Unis où Trump a fait vraiment et a fait vraiment n'importe quoi, la quasi-totalité des États-Unis sont touchés et les nombres de morts montent à une vitesse vertigineuse. Au Brésil aussi. Au Brésil aussi. Au Brésil, c'est pareil. Quand on ne confine pas, ça meurt, ça n'arrête pas. C'est absolument monstrueux. Et il y a eu il y a ce débat qui parcourt toujours, et surtout les politiques. D'ailleurs, si on compare l'Allemagne et la France, on est un peu à la ramasse là. Oui, l'Allemagne, c'est un autre problème, c'est qu'ils ont développé la politique des masques beaucoup plus rapidement que nous. Voilà, c'est le moins qu'on puisse dire. Et le fait de tester à très grande échelle, qui a une certaine valeur, mais pas que ça, parce que le fait de tester, de confiner les gens testés et ne pas confiner les gens qui sont Covid- dans les tests, ça peut poser aussi un problème dans la mesure où on devient positif du jour au lendemain. Donc, il y a une partie des gens testés positifs, ils sont confinés, et une autre partie qui sont encore positifs, mais qui ont eu le Covid, mais qui ne sont pas encore positifs parce que les tests ont été négatifs, vont continuer à infester. Donc, ça permet quand même de limiter. D'autre part, en Allemagne aussi, on est quand même parti au niveau de la médecine avec 25 000 lits de réanimation en Allemagne et simplement 5 000 en France. Voilà. Donc ça montre quand même une prise en charge au départ, une prévention et une prévention, une prise en compte de la maladie beaucoup plus importante en Allemagne qu'elle ne l'est en France. Et les Allemands sont beaucoup plus respectueux de ce que disent les États, avec une Angela Merkel qui, elle, est une scientifique, donc elle est écoutée sur ce plan parce qu'elle parle une langue que les gens comprennent là-dessus, et ce qui n'est pas du tout le cas en France, où on a raconté n'importe quoi depuis le début. Je me souviens d'une conversation un soir où tu comparais, où tu étais à ton hôpital et de mémoire, il y avait 6 malades au profil. Il y avait 3 malades qui avaient plus de 65 ans, 3 autres qui étaient plus jeunes et les 3 plus jeunes allaient mourir, sont morts, enfin développer une version très furieuse du Covid, et les autres sont sortis, quoi. Et tu étais complètement démuni, et le fait que le virus envahisse avec une telle violence le corps de ces 3-là et pas des 3 autres te laissait complètement démuni sur cette maladie. Il y a quelque chose qui n'existait pas jusqu'alors dans les virus, même les plus méchants. Oui, tout le monde était complètement démuni sur ce plan et sans savoir ce qu'il fallait faire. On s'est rendu compte au bout d'un moment que le fait, quand ils étaient en défaillance respiratoire très importante, au début, on dit, selon nos attitudes classiques, il faut les intuber, les mettre sous machine, etc. On s'est rendu compte que quand on les mettait sous machine, ça les tuait en très peu de temps. Voilà. Donc les ventiler, au bout d'un moment, même aussi bien dans le RIA d'Île-de-France que partout, ils ont décidé de les maintenir le plus longtemps possible sous oxygène en allant jusqu'à 38 minutes, ce qui ne se faisait jamais. Voilà. Ça ne s'est jamais fait, on va jusqu'à 38 minutes. Et ça, c'est quelque chose que les gens ont découvert sur cette maladie. On était tous les réanimateurs ont été et sont encore très démunis par rapport aux conséquences parfois furieuses, comme tu employais le terme, de ce virus. J'ai vu, je ne sais pas si je te l'avais envoyé, je crois, la conférence de ce professeur du Collège de France, Simon Cély, qui était vraiment intéressante parce il parlait de ça d'une manière très apaisée, mais en même temps très inquiétante. Et j'ai retenu, par exemple, que il n'avait jamais eu à traiter ou à voir un virus qui avait une telle vélocité. Il parlait pas de mutation, mais le virus avait quelque chose d'insaisissable. Et il y avait une sorte de course contre la montre pour essayer de le battre, et le virus était capable de gagner, ce qui n'était jamais apparu jusqu'alors dans l'histoire des pandémies ou des épidémies. C'est complètement exact.
complètement exact. Ce virus est assez vicieux, en fait, et c'est peut-être ça qui fait sa difficulté, c'est qu'il a tendance à annihiler les réponses immunitaires, à la fois les réponses immunitaires innées, en particulier à diminuer l'expression de ce qu'on appelle l'interféron de type 1, ou les interférons de type 1, qui sont vraiment les molécules primordiales dans la réponse immédiate à une infection virale. Il les diminue. Mais donc c'est quelque chose qui est très angoissant. Pour un réanimateur, quelque chose qui est très angoissant de voir un homme de 50 balais, sans antécédent particulier, être atteint par le Covid-19 et de détruire ses poumons en moins d'une semaine. Et ça, comment dire, ce type de cas et cette vélocité du virus se calme avec le temps ou c'est complètement aléatoire, ça revient régulièrement, par exemple à ton hôpital ou des collègues à toi qui t'en parlent dans des hôpitaux parisiens, où on en est par rapport à ça? C'est qu'on n'en a pas la moindre idée. Est-ce que ça reviendra l'an prochain? C'est possible, on ne sait pas. Voilà, on n'en a aucune idée. Pour l'instant, un virus d'une telle agressivité, personne n'avait jamais vu ça. Personne. Et c'est un peu ce que je reproche à cet épidémiologiste suisse et à Raoult, c'est que c'est quelque chose qui n'a jamais été vu. Alors, pour en revenir à ce que dit Raoult et ce qu'il fait, moi, je ne suis pas virologue ni statisticien. Voilà. Je remarque simplement que quand Raoult parle de querelle de clan, je trouve ça presque insultant et indécent de parler de ça. Quand on voit les équipes de réanimateurs, les chefs de service de réanimation, je n'arrive pas et je n'ose pas imaginer que ces messieurs, en voyant comment réagissent les gens dans leur service, et regarde comment on réagit cette infirmière dont je t'ai envoyé le témoignage, quand on voit des nanas comme ça, des infirmières et des médecins qui sont complètement abasourdis devant une telle violence, puissent, au nom d'une querelle de clan, mettre de côté le traitement de Raoult pour imaginer un traitement que eux seraient susceptibles d'inventer. Ça, je trouve ça indécent et injurieux de parler de ça. Voilà. Injurieux à l'égard de Raoult ou de la part de Raoult? Je ne comprends pas ce que tu veux dire. Injurieux de la part de Raoult, parce que c'est Raoult et les médias derrière parlaient de querelle de clan. Oui, d'accord, mais Raoult, il a l'air de... Enfin, il y a beaucoup de malades et il y a beaucoup de gens qui ont l'air de dire que la chlorhydrine, enfin, la manière dont on a empêché à un moment donné de la vendre, etc., c'était ça qui posait un réel problème. Mais aujourd'hui, on ne sait toujours pas, parce que l'étude Discovery a rien donné, on ne sait toujours pas si effectivement ce médicament est aussi formidable qu'il le dit. Il n'est pas publié, là. L'essai Discovery n'est pas terminé. Non, il n'est pas terminé. Il devait l'être, mais il ne l'est pas. Donc, on n'a pas de données rationnelles toujours sur l'efficacité du traitement du professeur Raoult. Mais moi, comme je t'ai dit, je ne suis pas statisticien ni virologue là-dessus. Je fais confiance à une de mes nièces qui travaille à Cochin et qui a publié dernièrement un article sur ce traitement. Il m'a dit, je l'ai eu au téléphone, il m'a dit le drame avec l'étude de Raoult, c'est que statistiquement, elle ne vaut rien. Rien. Elle vaut strictement rien. Voilà. C'est-à-dire qu'on ne peut pas utiliser ce qu'il raconte comme étant une valeur sûre dans la mesure où son étude est complètement biaisée, ne fonctionne pas et son étude est mal foutue. Les critères, ça ne tient pas la route. Pour donner un exemple de l'importance des statistiques sur une maladie, il y a une vingtaine d'années, moi j'étais à un congrès et ils avaient invité un statisticien qui analysait les dernières publications sur un sujet qui est très précis et à propos d'une maladie, c'est est-ce qu'on pose ou on ne pose pas une sonde d'aspiration gastrique dans les pancréatites aiguës. Voilà. Il y avait plusieurs études qui disaient que ça améliorait les chances, etc., etc. Et lui, il a fait les études au niveau statistique, vrai, en analysant, en regardant que cette attitude et ce point de vue médical, cette maladie était tellement multifactorielle qu'il fallait les études de plus de 4000 patients pour savoir ce qu'il en était. Et il a dit, seuls 2 articles qui disent le contraire de ce qui se fait à l'époque ont une valeur statistique valable et dire que statistiquement,
cette sonde d'aspiration gastrique ne sert à rien dans les pancréatites aiguës. Et depuis ce temps-là, on ne met plus de sonde d'aspiration gastrique dans les pancréatites aiguës et ça se passe aussi bien, si ce n'est mieux, voilà, depuis qu'on n'en met plus. Voilà. Ça veut dire que, et je pense que ce virus, cette maladie est tellement multifactorielle qu'il faut un nombre de cas très important pour pouvoir en tirer une conclusion sur un traitement donné. Le traitement par la chloroquine dont parle Raoult et les pro-Raoult disent que l'intérêt de ça, en premier, c'est ce qui se raconte partout, c'est que la charge virale diminue de 80% au bout d'une semaine. Et ce que Raoult ne dit pas, c'est que sans traitement, elle diminue aussi de 80% à partir du moment où c'est diagnostiqué. Voilà. Donc là-dessus, ça n'a pas grande valeur. Après, on remarque que dans les études qui sont données, les Chinois ont publié dernièrement une étude sur les antirétroviraux qu'on utilise pour le sida et par rapport à l'hydroxychloroquine, que l'hydroxychloroquine ne donne pas de meilleurs résultats qu'avec les antirétroviraux, avec le problème que, comme on le donne maintenant à des gens, ce qui ne se fait pas, qu'on donne maintenant à des gens de tous âges, en particulier des gens qui avaient des comorbidités, ça pose des problèmes de toxicité cardiaque. Alors, nombre de gens, les pro-Raoult disent que le plaquenil et la chloroquine, on en donne depuis des lustres, on donne depuis des lustres pour tous les gens qui vont en Afrique contre la malaria, mais ça s'adresse exclusivement à des gens beaucoup plus jeunes, des gens qui voyagent. Ça ne s'adresse pas aux plus de 55-60 ans, très peu. Et quand il y a des grosses maladies, des problèmes cardiaques à côté, il vaut mieux pas le donner à cause de la toxicité. Donc c'est pareil, ça fait partie de ces médicaments. Pour savoir si c'est toxique ou pas, il faut l'utiliser à très grande échelle. On s'aperçoit que la grande échelle en question s'adresse surtout à des gens qui vont bien. Quel est le climat en ce moment à ton hôpital ou au niveau du personnel soignant? Est-ce que c'est la fatigue, c'est la lassitude? Et quel est le rapport, quel est le rapport que vous avez vis-à-vis des autorités médicales? Je pense à l'ARS ou je pense même au ministère de la Santé. Nous, l'attitude, au niveau de la clinique, comme on n'a plus de malades Covid et plus de rien Covid, donc les gens sont beaucoup moins touchés quand même, alors qu'ils l'étaient quand même pas mal, parce que aller dans un service habillé en scaphandrier pour soigner les gens et puis voir que les gens pouvaient mourir en l'espace de 4-5 jours sans qu'on puisse rien faire, voilà, est quelque chose qui est très difficile pour les soignants. Moi, j'ai 2 de mes collègues qui ont été amenés à intuber un malade dans un état gravissime qui est sur le point de mourir. Ils ont trouvé ça très flippant d'être obligé de mettre un tube pour ventiler quelqu'un, un mec de 50 balais sans antécédent particulier, et en se voyant qu'il était sur le point de mourir, et pour une maladie dont on ignore absolument tout. C'est comme un type peut être très ému et très troublé de voir mourir quelqu'un alors qu'il n'a aucun moyen en disant « je ne sais pas quoi faire pour ce mec-là, je ne sais pas quoi faire ». Parce qu'on ne sait pas comment ça évolue, on ne sait pas ce que ça devient. C'est une maladie nouvelle avec des conséquences qui peuvent être bénéfiques. D'un moment donné, il peut s'améliorer en l'espace de quelques jours, comme ils peuvent mourir en quelques jours. Alors, j'ai pas vraiment. Alors, par rapport à l'ARS, nous, on est un peu remonté sur un autre problème qui est un peu particulier. Je parle par exemple des médecins libéraux. Les médecins libéraux et tous les établissements de santé libéraux se sont mobilisés sans compter, sans assurance particulière et sans rien pour faire face et prêter main forte aux hôpitaux parisiens. Donc, on a tout arrêté. Toute la chirurgie programmée est arrêtée. Ça veut dire qu'on conservait que la chirurgie d'urgence, style les fractures du col du fémur chez le vieillard, qu'on ne pouvait pas laisser comme ça, style l'appendicite aiguë avec péritonite, sinon ça on opérait. C'est-à-dire qu'en chirurgie réglée, c'était 1/6 de notre activité. Le problème est simple, c'est que moi, à mon âge, ils m'ont préservé du Covid, donc je faisais que la chirurgie réglée. Et les 3 jours, parce que je suis à 3/4 temps, les 3 jours où je travaille par semaine, le tableau opératoire était plein pour une personne. C'est-à-dire, comme on est 6 ou 7 équivalents temps plein, tu fais le calcul, ça fait entre 1/6 et 1/7 de notre activité normale. Et quand on a demandé aux autorités tutelles et à l'ARS,
en disant vous êtes bien gentil, vous nous arrêtez, vous empêchez de travailler maintenant, mais comment on va s'en sortir au bout d'un mois pour vivre et pour assurer nos charges qui continuent à courir, etc. Là, ils ont dit vous êtes libéraux, vous vous débrouillez, c'est votre problème. Ils vous empêchent de travailler dans l'idée qu'ils font ça parce qu'ils se disent on risque d'avoir besoin d'eux du jour au lendemain pour réquisitionner des lits. Oui. Donc ça veut dire qu'il y a quand même une grande inquiétude, disons, à l'ARS et au sommet de l'État quant à la gestion de cette pandémie. Ah ben lui, il pense pouvoir entre guillemets, nous réquisitionner, parce que là, ils n'ont pas besoin de nous réquisitionner, c'est nous qui avons demandé à travailler. Ouais. Parce que pendant 15 jours, les hôpitaux parisiens étaient totalement débordés, les réa étaient pleines, ils avaient des urgences, et nous, pendant 15 jours, on ne recevait rien des hôpitaux, ni malades Covid, ni urgences. Voilà. Donc, c'est quoi? C'est une désorganisation? Ils n'y ont pas pensé? Enfin, quelle est l'explication de ce dysfonctionnement? L'explication, pour moi, c'est pour rester poli et simple, c'est incompréhensible. Voilà, c'est incompréhensible. Je pense que, et pour rester là un peu plus loin, je pense que la médecine libérale, d'abord, au niveau de l'État et au niveau du gouvernement, je pense qu'il n'y en a pas un qui a une idée de savoir comment fonctionne la médecine libérale. J'ai discuté avec le vice-président de notre syndicat l'autre jour, où il était en réunion entre la FHP et le comité de liaison, ça s'appelle le CLAP, le comité de liaison, avec je ne sais plus comment ça se truc là, c'est ces rapports entre le public et le privé, et savoir comment fonctionnent les relations entre médecins et établissements de santé. Et ils ont pas réalisé, parce qu'ils en parlaient, ils disaient que ça coûtait quand même, les libéraux gagnaient pas mal d'argent. Ils donnaient l'exemple d'une consultation, une nana disait, ma fille paye 60 € pour aller chez un gynéco dans le privé, alors qu'à l'hôpital, ça coûte 25. Et le président de notre syndicat lui a dit, ça coûte 25 dans le public, oui, mais vous ne comptez pas dans ces 25 € ce que vous payez à côté, les 25, l'heure passée par une, voire deux secrétaires, l'heure passée par les gens cherchés d'encaisser, etc. Ce qui fait au total, tous les gens qui sont payés par l'hôpital pour assurer ce qu'il y a autour de cette consultation fait que ça revient beaucoup plus cher que les 25 € dont vous parlez. Et en libéral, les 25 €, le gynéco qui vous reçoit, ça lui sert à payer son cabinet, ça lui sert à payer sa secrétaire, ça lui sert à payer son assistante. Voilà. Donc, on peut bien faire autrement. Voilà. Non, mais j'entends ça. Mais... Je voulais parler au niveau de l'Allemagne, dont tu parlais l'autre jour. L'Allemagne s'en est mieux sortie. Parce qu'il y a une politique de prévention qui était plus importante, et aussi, dont on ne parle pas ou peu, mais je l'ai lu et c'est exact, les cotisations sociales pour la maladie en Allemagne sont beaucoup plus élevées qu'en France. Donc, il y a beaucoup plus de finances. C'est-à-dire la part de la sécurité sociale en Allemagne sur les salaires? Tu veux dire ça ou... Oui, la proportion cotisation d'assurance maladie que chacun sur sa feuille de paie, les cotisations sociales, c'est beaucoup plus important en Allemagne que ça l'est en France. D'accord. Mais et c'est accepté. Comment ça s'est passé concrètement pour toi en matière de masques, de blouses, de tests, de choses comme ça? Est-ce que... S'il n'y en a pas, il n'y en a toujours pas. Les masques, qu'on appelle les masques FFP2 pour se protéger, ouais. Je commence à en voir maintenant, voilà. Alors que dans la rue, 3 personnes sur 4 ont un FFP2, voire un FFP3. Nous, dans les services, on en a uniquement, ils sont distribués au compte-gouttes quand on s'occupe d'un malade Covid. Mais parce que vous êtes médecins libéraux ou c'est le même traitement pour les médecins hospitaliers? Ben, je pense que j'ose espérer que les médecins hospitaliers, ils ont leur masque FFP2. Voilà. Mais nous, on n'arrive pas à en avoir. Là, on a vu qu'il y avait d'énormes problèmes de stock dans les médicaments. Donc, il y a une tiers-mondialisation, on va dire, du service de santé en France. Ah, mais complètement, oui. Mais ça pose aussi le problème. Et je veux dire, c'est très iconoclaste et puis ça se dit, c'est politiquement très incorrect, c'est de dire, quand je vois l'Allemagne qui a des cotisations sociales bien plus élevées chez elle pour faire face au système de santé par rapport à la France,
Je dirais, ça signifie que là, en France, les gens ne veulent pas payer, globalement, ne veulent pas payer plus pour le système de santé et pensent que tout doit être gratuit de A jusqu'à Z et sans qu'on ait à cotiser plus. C'est l'État qui doit tout prendre en charge. Point barre, voilà. Et ça pose comme un problème, c'est que la santé, elle a un coût. Quoi qu'on fasse, il faut payer directement ou indirectement pour avoir une santé, pour avoir une politique de santé qui soit satisfaisante. Oui, il faut mieux répartir l'impôt. C'est aussi ça le problème. C'est le problème de la répartition. Ah, oui, mais ça, c'est un autre problème. Mais non, mais c'est lié parce que tu peux. Écoute, non, il y a une question que je voulais te poser aussi parce qu'on n'a pas abordé ça et ça me semble vraiment important parce que ça peut générer des poursuites au pénal, etc. C'est ce qui s'est passé dans les EHPAD. Est-ce que toi, concrètement, dans l'hôpital où tu étais, est-ce que vous pouviez accueillir des personnes âgées venant d'EHPAD pour les soigner, etc. Ou est-ce que comme tu as dû le voir dans le Canard enchaîné, où nous-mêmes, aux médias, on a sorti la directive de l'ARS, demandant à ce que ces personnes ne soient pas soignées par l'hôpital. Moi personnellement, alors peut-être que je passe à côté parce que on m'en a jamais parlé. Moi, j'ai quand même pas mal de mes collègues qui ont quand même une certaine éthique. Voilà, ils auraient eu directement cette information. Je pense que j'aurais été au courant parce que sur la dizaine de personnes que je connais et qui s'occupaient des Covid-19, je pense qu'ils auraient été au courant de cette consigne, ils l'auraient au moins évoqué, ce qui n'a jamais été évoqué. Ce truc que je trouve absolument scandaleux si ça s'avère totalement exact. Sur le taux de mortalité dans les EHPAD, ça évoque quoi pour toi? Enfin, quelle explication comment on aurait pu, est-ce qu'on était en mesure de sauver cette situation et de sauver ces personnes? Et est-ce qu'on n'est pas devant un cas très grave d'une hécatombe qui aurait pu être évitée par à la fois les responsables des EHPAD, dont certains sont des groupes privés, peut-être aussi pas seulement l'État, mais les conseils généraux qui ont à les gérer. Il y a un véritable problème dans le traitement de la maladie pour ces vieillards. Ah ben, il y a un problème de tout le monde. Il y a un problème de traitement de cette maladie et un problème de traitement de la maladie, globalement. C'est-à-dire que les gens, moi j'ai l'exemple d'un ami de mes parents qui est décédé du Covid pendant cette période, à l'âge de 85 des brouettes, où il avait quand même de très lourds antécédents, donc plus fragiles là-dessus. Dans les 15 jours qu'on précédait sa mort, sa femme qui était à côté n'a pas vu de médecin. C'est uniquement des infirmières qui passaient, qui mettaient des perfusions, qui regardaient, mais il n'a pas vu de médecin. Elle ne sait pas s'il était prélevé pour savoir s'il était Covid ou pas. Il n'a pas eu de test. Mais on voit bien l'idée qu'il y a derrière. C'est-à-dire que comme les hôpitaux sont saturés, les médecins-chefs des hôpitaux ont pour ordre de soigner en priorité des gens plus jeunes. Je le vois, je comprends tout à fait qu'il puisse passer ce genre de problème, mais moi, j'ai jamais vu quelqu'un qui a eu à prendre ce genre de décision. Voilà. En sachant que de toute façon, c'est pas que le taux de mortalité dans les EHPAD n'est pas forcément lié à un manque de soins, il est lié aussi au fait que ces gens-là sont quand même 10 ou 15 fois plus fragiles que les autres, donc meurent beaucoup plus facilement. Je reviens sur cette histoire d'immunité tout à l'heure. Est-ce qu'aujourd'hui, on en sait un peu plus sur le fait d'avoir été contaminé? Est-ce que ça nous immunise ou ça ne nous immunise pas? On parle d'une immunité qui dure 6 ou 7 mois. D'accord. Et même ça, c'est pas sûr. On ne sait pas encore. Je sais pas. Sur la mutation du virus, le fait qu'il puisse s'endurcir, se transformer au fil du temps et de l'épidémie, puisqu'on n'arrive pas à l'abattre, est-ce qu'on peut avoir une inquiétude par rapport à ça? La mutation, les gens qui étudient ce virus montrent qu'il n'a pas beaucoup bougé depuis le début. Il le dit, qu'il n'a pas beaucoup bougé depuis le début, il n'y a pas eu beaucoup de mutations, mais rien que de par sa dangerosité extrême et le fait qu'on ne le connaisse pas est suffisant à l'entretenir. Est-ce que la maladie continue à se diffuser? Peut-être moins. Le fait que le confinement, les gens se voient plus, se parlent plus, etc. Donc, il y a moins de contagiosité.
problème de contagiosité directe, mais elle existe toujours et ça permet, disons, ça a permis au moins les distances barrières d'atténuer le pic de l'épidémie pour le prolonger et si les gens disons s'il y a moins de gens malades s'il y a moins de gens malades, avec les gens qui sont immunisés, moins de gens malades, il finit par disparaître dans la nature, entre guillemets, sans que ça puisse nous gêner beaucoup. Parce que, Toi-même, toi, tu as 68 ans, donc est-ce que dans ta vie personnelle, quotidienne, etc., comment tu te protèges, comment tu te projettes en termes de vacances, de voyages, etc. Et est-ce que tu penses que ta vie va être fondamentalement changée par l'arrivée de ce virus? dans les 6 mois qui viennent, il est évident que je n'irai pas me rendre à l'étranger. Voilà. J'ai aucune envie de prendre l'avion pour des raisons aussi bien médicales que environnementales, voilà, actuellement. J'ai aucune envie de prendre des risques d'aller au nord d'Italie, ni d'aller en Chine, ni d'aller dans des endroits Oui. aussi dangereux. Ça, c'est un point de vue purement médical. Pas envie non plus parce que actuellement, là, il n'y a plus beaucoup de pays qui sont vraiment tranquilles pour pouvoir se voyager sans risque de terrorisme, etc. Donc, ça ne donne pas envie de bouger beaucoup. Moi, je sais que mes prochaines vacances, il y a toutes les chances que je vais pas chez moi à faire du jardin et m'occuper de ma maison. Voilà. Parce que je n'ai aucune envie de tomber malade et ni envie de prendre le moindre risque là-dessus. Et le fait aussi que comme cette politique, on est en plan blanc actuellement, c'est-à-dire où l'État peut faire ce qu'il veut par rapport à tous les médecins qui existent. C'est-à-dire, il faut absolument qu'on soit au service de l'État pendant cette période dangereuse. On est encore en plan blanc. Ça nous a amputé de beaucoup de nos revenus, donc nos vacances possibles. Voilà. Donc, il faudra bien à un moment donné qu'on vive et qu'on ne soit pas pour être obligé d'emprunter à la banque. Voilà. Et alors, comment on va se sortir de cette merde alors? J'en ai pas le moindre idée. Est-ce que toi, ça change tes rapports humains avec tes amis, avec les commerçants du quartier, etc. Est-ce que tu penses qu'on va vers beaucoup plus d'isolement là? L'isolement, déjà, en isolement, ça va être, on va prendre le masque, voilà. Après, ce que ça va donner, je ne sais rien. Il est vraisemblable que la semaine prochaine, que je fasse un repas avec mes enfants, avec ma fille que je n'ai pas vue depuis 6 semaines. Martin est là parce qu'il est opéré début mars, donc il est confiné avec nous. Mais avec ma fille, que je fasse un repas. Est-ce que j'ai fait des travaux chez moi, donc il est possible que je fasse une espèce d'apéritif de remerciement un peu de départ de tous les ouvriers qui travaillent. Voilà. Mais de toute façon, on respectera la distanciation. Il y a une habitude, moi qui suis très tactile, il faudra pendant un temps, j'aurais du mal à reprendre. Ce que je faisais, c'est d'embrasser tout le monde quand j'arrive pour travailler. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui va me manquer, sûrement. Oui, donc ça change bien sûr les rapports humains. Je ne sais pas si tu as percuté là-dessus, mais moi, en tant que citoyen, j'ai trouvé ça assez grave, c'est le débat sur l'euthanasie. Là, on a vu dans les EHPAD, et j'avais publié le témoignage de ce médecin qui est Madame Delépine, qui a été taxée de tas de qualificatifs, mais en même temps, elle était compétente, me semble-t-il, pour en parler, et qui a dénoncé, ensuite ça a été confirmé par d'autres, le fait que dans ces EHPAD, justement, le décret qui autorisait d'utiliser le Rivotril pour soulager la douleur des malades pouvait être administré par des infirmières. Ouais. Est-ce que ça n'est pas, je pèse mes mots, est-ce que ça n'est pas d'autoriser une sorte d'euthanasie? Bien sûr que c'est vrai. Bien sûr que c'est autorisé une sorte d'euthanasie, mais on ne prononcera jamais le mot. Et regarde bien le texte, c'est écrit de telle sorte que on peut toujours prendre les choses sur un autre mode, voilà, sur un autre sens. C'est très flou et laisse une marge de manœuvre suffisamment importante pour pouvoir le faire, mais marge de manœuvre aussi qui permettra de pouvoir attaquer les gens en disant c'est pas ce qu'on voulait faire. Et là, ça signifie quand même que dans tous les EHPAD de France,
bon, des médecins, ce qui est déjà problématique, mais aussi du personnel soignant, a pu, d'une manière en quantité importante, je veux dire, en étant son propre juge. C'est-à-dire que quand tu décides qu'une personne souffre, si tu lui administres du Rivotril, tu abrèges ses souffrances, mais tu n'es pas, comment dire, tu n'es pas formé pour savoir les raisons de cette souffrance. C'est pas forcément le Covid. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Et moi, j'ai été assez confronté aux problèmes médico-légaux. Je me méfie énormément des experts qui trouveront toujours un moyen parce que un jugement de cet ordre-là, d'ordre médico-légal, est exclusivement expert et juge dépendant. Les experts disent ça c'est officiel, dans la mesure où il n'y a pas de texte officiel, ils s'en remettent aux sociétés savantes. Voilà. Et les sociétés savantes, entre les experts, ce qui est sur les décrets des sociétés savantes, tout est suffisamment flou pour pouvoir analyser une directive de telle sorte que ce soit celui qui administre qui soit en tort. D'accord. Bon, bah, tout ça n'est pas super réjouissant. Ce n'est pas du tout réjouissant. T'as pas une bonne nouvelle à la fin pour qu'on finisse sur une note un peu… Ah bah, bonne nouvelle, j'en ai pas, moi, j'en ai pas parce que je ne suis pas, contrairement à beaucoup de gens qui veulent le déconfinement, moi, me fait peur. Voilà. Ah Me oui. fait peur quand ce qui peut arriver. Toi, tu aurais été partisan de maintenir le confinement? Non, je pense qu'on n'a pas assez. Je pense qu'actuellement, les gens en ont marre et qu'on va être obligé de les faire, mais c'est très loin d'être sans danger. Les gens en ont marre. Il y aurait eu, et ça sera un truc à faire depuis le début, il y a une politique des masques qui a été faite qui est absolument scandaleuse. On aurait eu, dès le début, une politique des masques en disant aux gens, on vous distribue, dans le faire payer 90 centimes d'euros, je trouve ça scandaleux, parce que c'est quelque chose, disons, tu aurais dû déjà, un stock qui aurait dû être fait par l'État et que l'État aurait dû payer pour le distribuer à tout le monde pour prévenir ce problème de santé qui va coûter une fortune. Donc, il aurait dû y avoir des masques en quantité suffisante. On n'aurait jamais dû laisser cette entreprise de masques en Breton, en Charente, je ne sais plus, en Poitou-Charentes, fermer ses portes pour dépôt de bilan. Voilà. Ce que je trouve totalement inadmissible. C'est-à-dire, c'est encore pareil, c'est le problème des gens qui communiquent pas entre eux, voilà, la Direction générale de la santé. Ils ont vu simplement que cette entreprise de masques, là, elle n'était plus, mais il n'y en a pas un au niveau des décisionnaires qui a dit maintenant on n'a plus des masques, donc il ne faut pas qu'elle ferme, il faut qu'on lui en commande. Il n'y en a pas un qui a eu l'idée parce que c'est à 2 étages différents et ces gens-là ne se parlent pas. Je te remercie de ta disponibilité et j'espère te voir et si tous les deux on est comment dire, on a des tests qui disent qu'on n'a pas le Covid, on peut se prendre dans les bras ou pas? Ah oui, bien sûr, oui. J'espère. Surtout si tu as testé 8 jours avant et que tu vas toujours, c'est 8 ou 10 jours avant et que tu vas bien. Voilà, le délai est de 8-10 jours, c'est ça? Disons que du jour au lendemain, tu veux dire positif. Ça veut dire que si au bout de 14 jours, après un test qui est négatif, si tu n'as aucun par le moindre symptôme, si tu n'as rien, je dis, il n'y a pas de raison. Voilà. Oui, mais il faut aussi que je n'ai rencontré personne, y compris asymptomatique, qui m'ait passé le virus. Ce qui d'ailleurs rend cette politique de test assez compliquée, quoi. Ah ben c'est compliqué. Hein. Normalement, si on veut être vrai, ces tests-là, il faudrait les faire toutes les 3 semaines. Dans le pire des cas, on se donnera le coude, d'accord? Ça marche. Bon, allez, je t'embrasse de loin. Merci de tout ça et puis je te tiens au courant pour la suite.